Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir finalement, bienvenue dans D'Explorer, avec aujourd'hui une première dans cette émission, et oui, pour la première fois nous allons parler d'une série. Nous allons parler d'une série télé, est-ce à dire que nous mettons au même niveau les séries télé et le cinéma? Oui. Oui, c'est un point de vue que j'ai défendu depuis très longtemps, l'idée qu'il n'y avait pas de différence de nature entre le cinéma et la série télé, mais simplement une différence en fait de gestion temporelle de l'écriture, c'est-à-dire que ça se construit un petit peu différemment, mais une scène de série s'écrit de la même façon qu'une scène de film, les personnages s'écrivent avec la même précision dans un film que dans une série. Si on aime le travail bien fait, eh bien on éclaire ça de la même façon dans un film que dans une série, et puis surtout, on fait un effort de mise en scène dans les deux cas, que ce soit dans un film ou dans une série. Évidemment, il y a quelques petites différences de comment est-ce que la gestion artistique, au niveau budgétaire, je veux dire, de la création, est pensée, puisque nous avons plus de matériaux à tourner, souvent avec le même budget, donc ça implique de réduire les coûts sur certaines choses, mais au-delà de cette dimension strictement budgétaire, et évidemment du canal de diffusion par lequel passent les deux œuvres, il n'y a pas de différence dans l'analyse qu'il y a à fournir d'une série et dans l'analyse qu'il y a à fournir d'un film. Dans les deux cas, nous sommes face à un objet cinématographique qui s'analyse selon ses qualités et selon ses défauts de la même façon. Et je me permets quand même, j'arrête et on passe au vrai sujet de cet épisode, je me permets quand même de faire une petite remarque à ceux qui sont des critiques de cette égalité que je mets en place dans cet épisode et que j'ai mis en place d'ailleurs dans plusieurs autres de mes émissions, en disant oui, il n'y a pas de moment de cinéma dans les séries télé, la preuve c'est qu'il y a quand même beaucoup de très très mauvaises séries télé. Je répondrai que c'est faux, évidemment, il y a des moments de cinéma et des moments de cinéma équivalents, voire supérieurs à la télévision qu'au cinéma, mais bon après j'ai déjà défendu l'idée que l'instant cinématographique en fait c'était le spectateur qui le faisait et certainement pas la plateforme de diffusion de la dite œuvre. Et puis surtout, il y a autant de mauvaises séries que de mauvais films. Je veux dire, voilà, si vous regardez des très très bonnes séries qui sont extrêmement bien mises en scène, extrêmement bien écrites, vous allez avoir de très beaux moments de cinéma. Je veux dire, de la même manière que lorsque vous regardez de bons films. Voilà, donc si vous avez envie de m'expliquer que la série télé c'est nul parce que c'est pas du cinéma, demandez-vous si un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou un autre de la trilogie, de la saga Christian Clavier, du Clavier Cinematic Universe, comme À bras ouverts par exemple, est-ce que c'est du cinéma parce que ça passe au cinéma. Demandez-vous surtout en fait à quel point, si vous défendez cette idée, vos a priori sur la considération des œuvres audiovisuelles et cinématographiques entrent en jeu, et à quel point en fait ce sont ces a priori qui dictent votre opinion de la chose et non pas une analyse réelle et objective de ce que vous avez devant les yeux. Voilà, merci à tous pour cette petite introduction, merci de l'avoir écouté. Non mais je reviens beaucoup là-dessus parce que c'est vrai que je m'engueule pas mal avec plein de gens sur ce sujet, mais je maintiens que, à part la question de la gestion de la temporalité du récit, parce que c'est un récit beaucoup plus long et que la diffusion épisodique, donc on est obligé de construire l'histoire en chapitres du fait du mode de diffusion, hormis ça, il n'y a pas de différence réelle et concrète dans la façon que nous avons d'analyser les deux. Et c'est évidemment dans cette perspective que j'aborde le sujet du jour, à savoir la série Too Old to Die Young, série Amazon Prime, commandée par Amazon Prime, donc nous sommes vraiment sur un original, réalisé par Nicolas Winding Refn, donc réalisateur clivant s'il en est, mais globalement assez renommé quand même, pour rappel, réalisateur de Drive, de Only God Forgives, de The Neon Demon, et pour aller au-delà de sa carrière américaine, c'est aussi le réalisateur évidemment de la trilogie Pusher, c'est le réalisateur de Bronson, c'est le réalisateur de Bleeder, etc., etc. Donc on est quand même sur un metteur en scène confirmé, qui arrive donc sur une plateforme. Alors, vous le savez, le cliché, évidemment, toujours pareil, les a priori dans la considération des œuvres, veut nous faire dire que si un metteur en scène aussi connu, aussi célèbre, arrive sur une plateforme, c'est forcément pour y faire de la merde et pour y faire une œuvre mineure. Eh bien, pas du tout. Alors, je préviens tout de suite celles et ceux qui pourraient avoir le réflexe de penser que parce qu'un réalisateur confirmé arrive sur une plateforme, cela veut dire, évidemment, on revient sur la question des a priori vis-à-vis des œuvres qu'on regarde, que ça va être une œuvre mineure de ce cinéaste. La réponse est évidemment non, en tout cas c'est ce que je vais
vais tâcher de défendre ici. Déjà, d'une part, que c'est une œuvre qui est conçue pour être détestée, et d'autre part, que c'est non seulement pas du tout une œuvre mineure, mais surtout que c'est un véritable chef-d'œuvre. Voilà, le mot est prononcé, le mot magique, le mot maudit, celui qui va me faire recevoir des critiques du fait que j'emploie abusivement ce mot. Alors non, je préfère préciser, je ne l'emploie pas du tout abusivement, c'est quelque chose que je crois sincèrement et que je vais essayer de défendre tout au long de cet épisode, en commençant d'abord par finalement rappeler à quel moment s'ancre cette série dans la filmographie de son réalisateur. Alors Refn, c'est un réalisateur qui a connu la consécration avec Drive et qui, à la suite de sa filmographie, a quand même plus ou moins cherché à se radicaliser, hein, à radicaliser son style que personnellement j'aime à qualifier de contemplatif, cauchemardesque et mélancolique, avec tout un travail sur le minimalisme et l'épure de la contemplation et du cauchemardesque, hein, c'est-à-dire qu'on est très très loin d'une approche baroque, extrêmement gothique par exemple de ce type de registre. On est vraiment sur une esthétique extrêmement contemporaine, hein, ça fait penser à l'art contemporain et les références aux artistes contemporains ne manquent pas dans la filmographie de Refn, mais surtout c'est un artiste dont les œuvres ont connu au fil des années, après donc ce succès public, eh bien une réception de moins en moins chaleureuse, hein, on va pas se mentir, même si The Neon Demon a un peu fait exception à la règle, parce que The Neon Demon est devenu culte quand même pour certaines personnes, ce que je peux comprendre. D'ailleurs moi c'est un film que j'aime beaucoup et je trouve que c'est un très grand film, mais là n'est pas le sujet. C'est un metteur en scène qui a donc rencontré le désamour du public après un succès public, mais ça se comprend parce que la radicalisation de son style, la radicalisation de ses partis pris esthétiques n'a fait que s'accentuer au fur et à mesure qu'il explorait les possibilités permises par les budgets américains auxquels il avait désormais accès. Et Too Old to Die Young est, selon moi, non seulement la quintessence de cette radicalité, mais surtout l'accomplissement de Refn en tant que cinéaste. Oui, voilà, deuxième hot take qui est balancé dès le début de cet épisode, mais que voulez-vous, j'aime prendre des risques. Alors, la question qui s'est posée à moi lorsque j'ai pris des notes pour préparer un petit peu cet épisode sur Too Old to Die Young, c'était de me demander, est-ce que je dois traiter cette série comme mon analyse le laisse à penser, c'est-à-dire en tant qu'objet cinématographique, en oubliant totalement qu'il s'agit d'une série. Ce qui a un peu été revendiqué quand même par le mode de diffusion de celle-ci, parce que, pour rappel, hein, certains épisodes de la série, donc 2, ont été diffusés en avant-première au Festival de Cannes. Donc niveau, vous voyez, niveau destruction des a priori sur la considération des œuvres cinématographiques, lorsque tu as des épisodes de série qui sont diffusés au Festival de Cannes avec un réalisateur aussi confirmé que Refn, j'ai envie de te dire que voilà, ça, le contexte, disons, invite à oublier qu'il s'agit d'une série télé, a fortiori une série télé de plateforme, hein, donc on est vraiment dans la quintessence du contenu qui est fait pour être consommé et qui, donc, par a priori, encore une fois, n'aurait rien à offrir de cinématographique. Eh bien, figurez-vous que j'étais parti là-dessus, et en fait, en me refaisant la série dans son intégralité, je me suis dit, mais je ne peux pas. Je peux pas aborder la série de cette manière-là parce que Too Old to Die Young est une vraie série. C'est-à-dire que Too Old to Die Young est une œuvre qui a conscience qu'elle est une série et qui va se servir de ce statut qui lui est imposé pour développer un propos esthétique et artistique. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, j'ai compris plusieurs choses. La première, c'est pourquoi est-ce que cette série était à ce point détestée, et même au-delà d'être détestée, à quel point elle avait été un peu mise sous le tapis. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué à la sortie de Too Old to Die Young, parce que moi, évidemment, j'avais très très envie de la voir, parce que Refn est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Je suis pas forcément fan de tout, hein, je suis pas un défenseur unilatéral de ce qu'il fait, mais pour le coup, c'est quand même quelqu'un qui, à chaque fois, a des partis pris très radicaux, qu'on aime ou pas. Mais voilà, donc c'est quand même quelqu'un, on va dire, qui détonne dans le paysage cinématographique actuel, et donc j'attendais ça beaucoup. Et là, à ma grande surprise, très peu d'articles qui parlent de cette série, très peu de débats auprès du public qui parlent de cette série, donc ça veut dire que la série est à la fois assez peu commentée par la presse spécialisée et assez peu regardée en fait, hein, en général, quand on regarde les notes sur IMDb, donc l'Internet Movie Database, qui regroupe le plus de notes de tous les pays différents, on est quand même face à une œuvre qui a un retour critique et public assez pauvre, ce qui veut donc dire que la série est arrivée comme ça, elle a vite fait été regardée et elle a été mise au banc, elle a été tout simplement oubliée. La preuve en est, c'est que Amazon n'a absolument pas renouvelé la série. Alors,
C'est totalement compréhensible, hein, évidemment, dans la façon dont a été construite cette œuvre, parce que pour petit résumé quand même, pour faire un petit résumé de ce dont parle Tall To Die Young, c'est l'histoire d'un policier qui, un jour, décide de commencer à devenir un justicier dans son coin en faisant alliance avec des malfrats de sa ville et qui commence petit à petit à plonger dans une spirale de violence. Et comme on est chez Refn, cette violence n'est absolument pas édulcorée. On est vraiment sur une œuvre qui est... Bon, je vais faire un petit avertissement quand même, bien sûr, parce que je vous dois bien ça. C'est une œuvre qui est excessivement violente, qui est excessivement graphique et qui a énormément de scènes d'une très grande violence psychologique, c'est-à-dire que la violence y est abordée sous tous ses aspects. On va à la fois avoir beaucoup de sang, on va à la fois avoir beaucoup de morts, on va à la fois avoir des sujets comme le viol, comme la pédophilie qui sont abordés, et qui sont abordés encore une fois de façon très frontale, et surtout avec une énorme gravité, puisque l'une des caractéristiques du traitement narratif dans le cinéma de Refn, c'est quand même l'idée que on n'est pas du tout au second degré, on est full premier degré, on est full dans une lecture mélancolique et cauchemardesque des sujets qui sont abordés. Et lorsque vous abordez la question, par exemple, du viol, parce que je sais que c'est un sujet qui agite beaucoup les spectateurs et spectatrices et que c'est quelque chose qui fait souvent revivre une très grande violence pour ceux qui y ont été confrontés, sachez-le, nous sommes face à une œuvre qui ne prend pas de gants avec les sujets qu'elle aborde, et vous devez être prévenu. Vous devez être prévenu pour ça, mais ce n'est pas la seule chose, évidemment, parce que il y a des spectateurs et des spectatrices qui se sentent prêts à être confrontés à ce type de spectacle, et qui, pour autant, vont probablement totalement rejeter l'œuvre. Pourquoi ? Parce que au-delà donc de cette violence, au-delà du message entre guillemets de l'œuvre, qui est une espèce de contemplation totalement nihiliste du destin humain et du fait qu'en gros on va tous mourir, nous sommes tous des merdes et que nous sommes tous voués à la décadence et à la décrépitude, hein, parce que oui, le ton de la série est quand même relativement lourd, hein, voilà, c'est pas quelque chose que tu regardes pour te détendre, on va dire ça comme ça. Il y a, au-delà de ce nihilisme donc, une inversion totale des valeurs esthétiques de ce qu'est une série qui est proposée par Refn dans son travail de mise en scène. Et pour moi, cette inversion des valeurs, cette forme, en fait, et cette reconstruction d'une forme nouvelle, est la vraie raison pour laquelle la série a été mise au banc, pour laquelle la série a été majoritairement rejetée par les spectateurs et par les critiques. Parce que, avec cette série, nous sommes face à quelque chose de tellement radical par la forme qu'il est tout bonnement impensable de rester insensible face aux choix qui ont été faits. Et ce que l'on va tâcher de faire maintenant, c'est d'énumérer pourquoi cette série est en fait, sur bien des points, une anti-série. C'est-à-dire que c'est une série qui est construite en négation de tout ce qui fait habituellement une série. Un négatif, en quelque sorte. Et alors, pour opérer une telle analyse, évidemment, la première question que l'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'une série ? Tout simplement. Parce que, même s'il n'y a pas de différence, encore une fois, dans la façon de considérer les moments de cinéma que ces deux types d'œuvres ont à offrir, le film et la série télé, le mode de diffusion et la gestion du temps du récit qui est beaucoup plus long, hein, parce qu'on parle de récits qui durent par saison une dizaine d'heures, implique quand même des automatismes d'écriture, en tout cas chez les mauvais scénaristes évidemment, mais bon, comme la majorité des séries sont des mauvaises séries, de la même façon que la majorité des films sont des mauvais films, eh bien cela implique la création de codes, d'automatismes, comme je le disais, qui vont participer à catégoriser la façon que l'on a de considérer ces œuvres et la façon que l'on a évidemment de les créer. Et c'est tous ces clichés que Too Old To Die Young s'emploie à démonter. Alors la première chose, évidemment, qui vient tout de suite à l'esprit quand on s'interroge sur quels sont les archétypes d'écriture d'une série, c'est d'abord la vitesse narrative. Alors, pour citer François Bégodeau, qui est donc un critique et réalisateur, auteur, etc., mais qui s'est exprimé sur la question des séries, et notamment sur le fait qu'il les détestait, lui qualifiait ça d'écriture du flux, c'est-à-dire que tout coule, tout va très vite, on n'a pas le temps de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que, comme c'est très long, il faut qu'il y ait un dynamisme en fait de l'écriture pour pouvoir eh bien garder le spectateur actif. Parce qu'en fait, quelque part, lorsque vous commencez une série, vous faites une sorte de pacte avec elle, qui est de dire, bon, je vais me taper 10 heures de récit, voilà, je te donne, on va dire, 10 heures de mon temps, à ton tour, fais un effort. Et donc la série,
très souvent, va adopter une écriture relativement dynamique, où les choses vont s'enchaîner de façon très logique et très rapide, afin de garder notre attention active. Ça, c'est la première chose que dynamite Too Old To Die Young. Et à mon avis, c'est la principale raison pour laquelle cette œuvre peut être soit adorée, soit détestée. C'est-à-dire que Too Old To Die Young est une série qui exacerbe, de façon presque insultante pour le spectateur, la lenteur du récit. Too Old To Die Young est une série extrêmement lente. Tout est pensé pour étirer le temps, étirer les scènes, étirer les dialogues. C'est-à-dire que très souvent dans la série, vous allez avoir des échanges entre les personnages qui, là où dans une série classique, voilà, avec les archétypes que je décrivais, l'échange durait 1 minute. Ok ? Phrase 1, phrase 2, phrase 3, tac, 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 chant contre chant, réplique, réponse, etc. Dans Too Old To Die Young, il y a au minimum 10 secondes de silence entre chaque phrase. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là ? J'avais envie de passer. Donc déjà, on est sur une dynamique, alors là je vous l'ai fait de façon un peu improvisée, mais c'est un peu ça, quoi, la dynamique temporelle qui est à l'œuvre dans ce récit et dans la gestion des scènes. Donc forcément, cette lenteur exacerbée a quelque chose de très irritant, hein, surtout que cette lenteur ne va pas va bien au-delà, je veux dire, des dialogues, et elle se retrouve dans tous les aspects de la gestion temporelle du récit. C'est-à-dire que les scènes, quand par exemple t'as 2 flics qui contrôlent une nana, comme c'est le cas dans l'épisode 1, bon, la scène dure 15 minutes, et on s'en fout. et Refn, il s'en fout. Il y a pas besoin que la scène elle dure 1 minute quand on peut la faire durer 15. Donc du coup, il va t'étirer les plans, il va jouer sur le silence, il va tout simplement renforcer cette attente qui se crée en fait dans l'esprit du spectateur, qui est que mais putain, faut qu'on avance là, pourquoi est-ce qu'on prend autant de temps ? Et Refn il dit non, c'est moi qui décide quand est-ce que je passe à la scène suivante, c'est moi qui décide quand est-ce que je passe au plan suivant, et quelque part c'est une façon de faire le tri en fait, dès le départ, en te disant si tu n'es pas capable de supporter ce rythme que je t'impose, c'est que cette série n'est pas faite pour toi. Et ça, c'est très fort. C'est très fort parce que justement, ça vient briser le pacte que j'évoquais un petit peu avant, qui se noue d'instinct entre le spectateur, la spectatrice et la série, qui est que la série, quelque part, elle doit venir me chercher, elle doit me séduire pour que je lui accorde autant d'heures de mon temps. Là, Refn, il te dit, si t'es pas d'accord avec ce que j'ai à te proposer, tu dégages. Donc déjà, la série, elle t'insulte un peu, tu vois, genre dès le départ. Mais ça, c'était uniquement la vitesse narrative, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres aspects qui sont déstructurés dans Too Old To Die Young. Le second, c'est la question du traitement cinématographique, proprement de l'image. Lorsque vous faites une série, vous avez énormément de matériaux à mettre en boîte, et donc vous devez tourner très vite, et surtout, vous devez minimiser un petit peu les coûts, parce que vous avez un budget restreint la plupart du temps, pour la quantité de matériaux que vous devez rentrer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à un moment donné, ça va se ressentir sur la mise en scène, ça va se ressentir également sur l'éclairage. C'est-à-dire que les plans doivent aller vite, on réfléchit un peu les plans, mais on va pas non plus se poser 4 heures pour essayer de déterminer si on fait un gros plan ou un plan épaule, par exemple. On n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Et pareil pour l'éclairage, c'est-à-dire que on va mettre en place 2-3 loupiottes. Si on a une approche esthétique de la série, on va faire un petit peu attention quand même à travailler un peu de clair-obscur, on va peut-être mettre un spot de couleur dans le coin, mais on n'a pas le temps de se poser autant de questions sur la construction esthétique du plan. Refn, qu'est-ce qu'il fait ? Refn, il t'esthétise chaque putain de plan de la série, même des plans complètement cons et débiles, de la façon la plus précise, la plus ornementale possible dans la construction de la lumière, à tel point que tu te dis que les mecs ont dû mettre 4 heures pour tourner chaque plan. Et à mon avis, c'est probablement le cas. Et alors, autre destruction, c'est-à-dire que Refn, pour faire la lumière d'une série télé qui passe sur Amazon Prime, il t'appelle qui ? Il t'appelle Darius Khondji, c'est-à-dire l'un des meilleurs directeurs de la photographie vivants, actuellement. Et il te sculpte, il te compose, il te réfléchit chaque plan à l'extrême, à tel point d'ailleurs que je peux très clairement vous affirmer que Too Old To Die Young est
de très loin la série télé la mieux éclairée que j'ai vue de toute ma vie, et à mon avis, on ne peut pas faire mieux, parce que il y a une telle... Alors c'est un style, bien sûr, hein, mais on ne peut pas faire mieux dans le sens où il y a une telle réflexion, le maniérisme de cette série est tellement poussé qu'on est même au-delà de ce que Refn a pu nous faire dans ses œuvres cinématographiques comme Drive ou comme The Neon Demon, qui étaient vraiment qui esthétiquement, on va dire, comme ça se passe dans la même ville à Los Angeles, se ressemblent beaucoup. On est sur un maniérisme qui est presque vomitif, en fait, et qui fait d'ailleurs dire à beaucoup de gens que la série est prétentieuse, et quelque part, évidemment qu'elle l'est, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de construction de lumière pour une scène a priori aussi banale. Sauf que Refn, il s'en fout que ce soit banal. Il s'en fout que toi, tu considères que dans une série, la scène qui te montre, c'est banal. Lui, il va t'éclairer chaque plan comme si c'était son chef-d'œuvre. Donc là, déjà, vous voyez qu'avec ces deux éléments, donc la vitesse narrative et la façon de construire esthétiquement les plans, on est déjà à bien des points sur une anti-série. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. Il y a également le rapport au personnage. Alors ce qui est très important dans une série, encore une fois vis-à-vis du temps de narration et du pacte tacite que j'évoquais, c'est qu'il faut un minimum qu'on s'attache aux personnages, et il faut que les personnages soient développés. C'est-à-dire que même si tu fais une série sur un anti-héros, il faut qu'à un moment donné, je noue de l'empathie avec lui. Ce n'est pas possible, en tout cas, encore une fois, dans la construction cliché d'une série télé, ce n'est pas possible de construire une série télé et un temps de récit aussi long avec des personnages que tu détestes, qui sont détestables, ou, au-delà même du fait que tu les détestes, qui sont des personnages qui sont des enveloppes vides, c'est-à-dire qui sont des mystères, du début à la fin du récit. Et Refn, qu'est-ce qu'il fait avec son scénariste ? Eh bien, d'une part, il rend ses personnages absolument ignobles, mais ignobles, tous, c'est-à-dire que c'est bien, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est-à-dire que vraiment, je crois que le personnage le plus positif de cette série est un meurtrier de masse, c'est le personnage le plus âgé dont j'ai oublié le nom, qui va finir par prendre Miles Teller sous son aile au bout d'un moment. Il n'y a pas un personnage pour rattraper l'autre, c'est-à-dire que tu n'as que des salopards, tu n'as que des... Mais d'ailleurs, ou des salopes, hein, je veux dire, pas uniquement des salopards, tu n'as que des personnages qui sont complètement soit cinglés, soit pétris d'une violence qui est telle que tu ne peux pas, en fait, entrer en empathie avec eux. Et en plus de ça, même si tu les suis dans leur quotidien, ils sont des enveloppes vides. Ils sont des personnages qui sont créés pour conserver une opacité avec le spectateur, et du coup, tu peux pas vraiment t'attacher à eux, en fait. Donc si je mets bout à bout tout ce qu'on a évoqué pour l'instant, nous avons une vitesse narrative totalement déstructurée avec un travail sur le temps et sur le silence. Pas du tout habituel dans une série télé et relativement insupportable, surtout vis-à-vis du rythme des séries actuelles. Nous avons un travail de l'image à nouveau déstructuré, bon, déstructuré pour le mieux, mais déstructuré tout de même, avec une mise en cinéma de tout ce qui se passe absolument démentielle. Et enfin, troisième point, nous avons une construction de personnages qui est à l'inverse complet de ce que fait une œuvre série télévisuelle normalement. Enfin, je veux dire, voilà, pour vous donner une toute petite idée, le personnage principal couche avec une fille mineure. Et il sait qu'elle est mineure. Voilà, donc on est quand même... Et ça, t'apprends ça dans le premier épisode, tu te dis, donc c'est lui le personnage principal que je vais suivre. Je vais dire, d'accord, très bien. Donc c'est à lui que je dois m'attacher, c'est avec lui que je dois rentrer en empathie. Super. Mais attendez, vous pensez qu'il allait s'arrêter là ? Mais bien sûr qu'il s'arrête pas là. Qu'est-ce que c'est une série télé ? Une série télé, c'est un formatage lié au mode de diffusion. Donc c'est-à-dire que les épisodes font à peu près 40-50 minutes, etc. Et il y a une structure précise qui encadre le déroulement des événements, c'est-à-dire qu'à la fin de la saison, il y a un climax, vers le milieu de la saison, il y a un retournement qui fait que, comme ça maintient l'attention du spectateur, il faut qu'il se passe quelque chose à la fin de l'épisode pour que tu aies envie de regarder la suite, etc. Refn, il s'en branle il s'en branle de tout ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as des épisodes qui font 1h45. Donc déjà, tu te dis, mais attends, c'est un épisode de série, ça ? Bah oui, c'est un épisode de série, ça dure 1h45, et je t'emmerde. Et puis, il y a d'autres épisodes qui vont durer 20 minutes. Parce qu'il t'emmerde, tu vois, dans la gestion du temps narratif. Il t'emmerde, le gars. Il fait l'inverse de tout ce à quoi tu t'attends. Et qu'est-ce que c'est beau.
Qu'est-ce que c'est beau d'assister à une telle radicalité. Et alors moi, j'ai presque envie de m'arrêter là parce que vous me connaissez. Moi, tu me proposes une telle déstructuration des a priori que j'ai forcément, parce que je suis un être humain comme tout le monde, que j'ai quand je regarde une série télé, j'ai presque envie de te dire que déjà, rien qu'à ce niveau-là, t'es révolutionnaire. Et ça l'est, révolutionnaire. Parce que là, vous ne pouvez pas dire, avec tous les éléments que je viens de citer, qui sont vérifiables, hein, je veux dire, il suffit de regarder la série pour voir qu'est-ce qui a lieu, qu'est-ce qui s'opère dans la construction de cette dernière. C'est révolutionnaire, c'est une déconstruction minutieuse. Mais alors pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça ? Et bah, moi, mon idée, c'est que déjà, Refn étant un couillon et étant proche de la mouvance, on va dire, art contemporain, bah, pour lui, la déconstruction se suffit à elle-même, quelque part. C'est-à-dire que l'œuvre est intéressante de par le fait qu'elle est déconstructrice, mais surtout, bah, c'est un petit peu ce que j'évoquais avant, c'est-à-dire que moi, la lecture que je fais de ce travail de déconstruction esthétique, j'avais utilisé le terme d'inversion des valeurs esthétiques, et pour moi, c'est ce que c'est, ça l'est, et bah ça épouse le nihilisme complet du récit. Parce que Too Old to Die Young est une série qui est extrêmement dépressive, extrêmement lourde, et qui est sans espoir. Et ça, ce serait peut-être même un autre élément qu'on pourrait ajouter à la déconstruction. C'est une série qui est à ce point-là sans espoir et qui te plonge dans une espèce de résignation morale vis-à-vis de ce qui a lieu. Tu te dis, mais pourquoi je regarde ça, putain ? Pourquoi je regarde ça ? Et oui, en fait, pourquoi tu regardes ça ? Parce qu'une fois que tu as tout déconstruit, ce qu'opère Refn, hein, et vraiment cette déconstruction, je comprends qu'elle laisse totalement de côté, parce que c'est toujours la forme qui est clivante, et là on est sur une approche formelle qui est tellement presque insultante, en fait, encore une fois, vis-à-vis de tous les a priori qu'on peut avoir, qu'évidemment qu'on rejette. Évidemment qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, en fait, et on peut pas les critiquer pour ça. Il y a des gens qui n'ont pas envie de voir une telle déconstruction et qui se disent « ouais, c'est pas intéressant ». C'est pas intéressant. Parfois même sans même comprendre qu'elle a lieu, mais qui peuvent tout simplement rejeter ce travail-là en disant « ouais, moi j'ai pas envie de regarder ça, quand je regarde une série, c'est pour passer du bon temps, c'est pour oublier que je vais mourir. Hein. Je veux dire, voilà, l'art n'est-il pas une forme du divertissement pascalien ? Ah bah forcément, hein, je me mets au diapason du message de la série. Oui, on est là pour se suicider, hein, bien sûr, à la fin de cet épisode, tout comme à la fin d'un épisode de Too Old to Die Young. Mais surtout, je reviens là-dessus, qu'est-ce qui reste, en fait, une fois que t'as tout détruit ? Bah, il reste l'image. Et il reste le travail de contemplation cinématographique. Et alors, évidemment, il faut être réceptif à ce type de travail, parce que se manger un plan d'1 minute 30 sur comment est-ce que les lumières de la ville se réfléchissent sur la carrosserie de la voiture de police, il faut accepter. Voilà, je comprends que tout le monde ne soit pas réceptif au travail contemplatif. Hein. Au cinéma, il n'y a pas de souci. Mais ça te plonge dans une espèce d'état d'esprit tellement particulier que rien que pour ça, rien que pour l'expérimentation physique, je parle même pas après de la considération esthétique et intellectuelle que tu peux développer autour, mais vraiment je parle de comment est-ce que tu te sens en tant que spectateur et spectatrice devant une série comme ça, si tu t'abandonnes à son rythme, si tu ne lui résistes pas en fait. Parce que la série est pensée pour être mal aimable, et elle est pensée pour que tu lui résistes. La preuve, c'est que la plupart des gens ne dépassent pas les 2 premiers épisodes. En fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'ils regardent le premier, et ils se disent « Ah, c'était hyper chiant quand même, c'était vraiment insupportable. Mais bon, je vais regarder le deuxième pour voir si c'est pareil. » Et oui, c'est pareil. C'est pareil parce que, évidemment, qui dit radicalité implique cohérence de la démarche radicale, et ça, on ne peut pas du tout enlever ça à Refn. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence dans le côté insupportable, il y a une cohérence dans la prétention. Mais cette cohérence et ce jusqu'au-boutisme, en fait, moi je la trouve évidemment sublime, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un artiste qui affirme sa volonté d'être cohérent jusqu'au bout et qui assume sa démarche jusqu'au bout. Mais surtout, moi, il y a autre chose que j'ai envie d'évoquer, c'est le rapport à la contemplation. Parce que je disais qu'évidemment, on peut ne pas être réceptif à la contemplation, mais ce que la contemplation a d'hyper puissant, c'est qu'elle annihile la volonté du spectateur vis-à-vis de ce qu'il regarde. En fait, en regardant Too Old to Die Young, pour pas vous mentir, surtout la deuxième fois, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du cinéma ce que je suis en train de regarder, c'est pas une série, c'est de l'art vidéo.
En fait, j'ai pensé à un artiste qui s'appelle Bill Viola, pour ceux qui connaissent, qui est un artiste en fait que j'ai étudié, hein, je vais pas vous mentir, c'est la petite anecdote de ma vie pendant mon bac d'art. Et en fait, Bill Viola, il est très connu pour faire de très longues vidéos au ralenti extrême sur des mouvements. Par exemple, une de ses œuvres qui est très connue, c'est L'homme qui tombe dans de l'eau. Et je me rappelle plus exactement combien de temps ça dure, mais c'est tellement long qu'en fait, au bout d'un moment, l'idée, tu peux te dire au départ, oui, il est en train de décomposer le mouvement, etc., pour que tu sois bien attentif et tout, mais c'est tellement ralenti, c'est tellement long, qu'en fait, à un moment donné, c'est comme si l'étirement du temps face à l'œuvre annihilait la possibilité de construire un discours intellectuel autour de l'œuvre, et que tu étais simplement en train de regarder le truc, et que tu te disais, mais je sais pas ce que je regarde, mais c'est trop stylé. C'est-à-dire le moment où toutes les barrières s'effondrent et que la contemplation devient pure et totale. Et ben je pense qu'à travers toute cette destruction, à travers tout ce rejet que veut provoquer Refn, c'est ça qu'il cherche en fait. Il cherche à ce que simplement tu regardes l'image et que tu ne te poses plus de questions sur ce que tu regardes et que tu entres dans un processus de flux qui met au jour la réalité de notre rapport contemporain à l'image, qui est qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'on regarde, qu'on n'interroge même plus les images, qu'on ne se rend même plus compte que ce sont des images. Et pour moi, ça s'explique, cette lecture que je fais de Too Old to Die Young, ça s'explique par le fait que Darius Khondji et Nicolas Winding Refn, à la toute base, voulaient tourner la série au téléphone portable. Et Amazon leur a dit non. Mais cette idée de tourner au téléphone, pour moi, elle est totalement cohérente avec ce travail du rapport que le spectateur de Too Old to Die Young doit entretenir avec ce qu'il regarde. C'est-à-dire une succession d'images, c'est-à-dire une succession de silences, de moments, où il n'y a plus de commentaires, parce que quand il y a trop de brouhaha, en fait, quand il y a trop de succession d'images, de succession de commentaires, de succession d'informations, en fait, vous arrêtez de prêter attention à l'information, et tout ça ne devient que du silence. Ça devient que de l'image. Et en fait, c'est ça qui se passe dans Too Old to Die Young. Au bout d'un moment, tu finis par ne même plus suivre le récit, parce qu'en plus, dans la déstructuration du récit, le récit n'avance même pas, et simplement tu regardes. Alors ça implique de s'abandonner totalement au rythme qui est mis en place, et je sais que tout le monde n'a pas envie de le faire, et je sais que tout le monde n'est pas capable, mais croyez-moi, en tout cas je ne peux que témoigner évidemment à travers ma subjectivité et à travers le propre abandon que moi j'ai opéré, mais une fois que tu le fais, tu atteins autre chose. Et cette considération vis-à-vis de Too Old to Die Young que moi j'ai eue, c'est simple, hein, la réflexion que je me suis faite la première fois que je l'ai vue, c'est je n'ai jamais vu une série comme ça. Et même je ne me suis jamais vraiment senti comme ça en regardant un film, parce que il y a des travaux évidemment sur le silence, il y a des travaux sur la temporalité étirée. On peut citer, je sais pas, le premier exemple qui me vient là, c'est Jerry de Gus Van Sant, mais le regarder sur un temps aussi long, parce que Too Old to Die Young, ça fait 10 épisodes quand même, alors que Jerry, ça fait, il me semble que ça fait 1h30 dans mon souvenir, donc voilà, c'est beaucoup plus quoi, 1h30, c'est-à-dire la durée d'un épisode de Too Old to Die Young, pour rappel. Donc la radicalité, elle est totale. Elle est surpuissante. Et quelque part, j'ai envie de dire, mais bien sûr que ça déplaît parce que c'est mal aimable. Et bien sûr que ça laisse beaucoup de spectateurs et de spectatrices très circonspects parce que c'est, par tous les aspects que j'ai cités, révolutionnaire. Ça n'existe pas une série comme ça. Et vu le succès d'estime et public que ça a eu, ça n'existera probablement plus. Et enfin, j'ai envie de dire, bien sûr que ça clive et que ça génère des débats à ce point-là, ne serait-ce que lorsque j'ai annoncé le sujet sur Twitter, putain, les gens, ils étaient pas d'accord, hein, dans les commentaires, en disant « Ouais, c'est insupportable, c'est nul à chier, comment ça, c'est un chef-d'œuvre ?» Mais j'ai envie de vous dire, bien sûr que ça clive, parce que c'est un chef-d'œuvre.
Et qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre sinon une œuvre par nature clivante du fait de la radicalité de ce qui est proposé. Il y avait beaucoup de choses à dire sur Too Old to Die Young. J'aurais pu faire tout cet épisode sur le travail de la lumière de Darius Khondji. J'aurais pu faire tout cet épisode sur le travail d'iconisation et de représentation de la violence. J'aurais pu faire tout cet épisode sur le traitement des personnages. J'aurais pu faire en fait tout un épisode de cette émission sur chaque élément de ce qui a lieu dans l'œuvre. Mais je crois qu'il était plus important pour moi de vous partager cette thèse qu'en faisant le négatif d'une série télé, Refn a dynamité toutes les séries qui pourraient venir après lui, en fait. Je pense que lorsqu'on assiste à une œuvre qui est à ce point-là consciente d'elle-même, il faut forcément prendre en compte le travail qui a été opéré par Nicolas Winding Refn si l'on veut construire une série a posteriori. En tout cas, c'est la leçon que je tire, si jamais j'en viens à écrire une série. Et pour ça, je lui dis merci, parce qu'il n'y a rien de plus beau, en tout cas pour moi, qu'un metteur en scène qui me dit « Fais attention à ce que tu crées, et crée avec attention. » Voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à me soutenir sur mon compte Patreon, voilà, le lien est dans la description, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup, c'était un gros épisode, j'espère que ça vous a convaincu, et j'espère que le débat sera animé. Je vous dis merci encore une fois, et surtout je vous dis à lundi, pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.